Entre couple de couple, nous sommes aujourd'hui au showroom d'une étoile montante de la mode ivoirienne. Une mode qui se veut très très éloquente, qui côtoie également la rue. Un style aussi qui se veut Moses. Vous l'avez deviné, nous sommes avec Moses by Style. Bienvenue sur Jolie Démarque TV. Vous faites surtout bien de rester en notre compagnie. Nous sommes à Abidjan-Cocody, dans l'un de l'Opéra, aux deux plateaux adjoints. Nous sommes au showroom de Moses by Style, avec toute sa team ici. Et vous savez, quand la tête est là, les jeunes ne portent pas le chapeau. Je commence forcément par lui. Bonjour Moses by Style. Bonjour les frères. Alors, très bien encadré. Je commence par la dame. Bonjour, Comment allez-vous? je vais bien. Alors, comment est-ce qu'on peut vous découvrir ce matin? Moi je me nomme, je m'appelle Zumbo Fatou et je suis mannequin à Mode Revolution et aujourd'hui je suis habillée par Moses by Style. Juste à côté, nous avons Ivan Moreira, voilà, mannequin à Modèle Révolution, égérie de Sangavuli 2018, la 4e édition. alors, vous l'avez deviné, nous parlerons également de la 4e édition de Sangavili 2018. Je suis avec Fatnet, avec Moses by Style, Ivan Moreira. Et cette émission sera très belle en couleur. Alors, Moses by Style, comment est-ce qu'on commence ses premiers pas au sein de la couture? Bon, ça commence déjà par la passion, déjà. Parce que quand on est passionné, qu'on se donne les moyens d'aller se faire former, si les parents ont les moyens d'aller dans une école de couture, etc., etc. Mais quand on n'a pas les moyens, comme nous autres qui avons commencé dans les ghettos aussi, on a préféré aller se faire inscrire chez le grand couturier du quartier et qui nous a donné les premiers. Les premiers, c'est tout. Voilà. On parle de quel quartier? Là, c'était déjà à Danané. À Danané, parce que À l'intérieur de la Côte du d'Ivoire. pays, au fin fond de l'ouest, à la frontière pratiquement de la Côte d'Ivoire. Et après, je suis parti à Divo, ma ville natale, où j'ai fait aussi 2 ans encore de formation, où j'ai appris différents styles d'ailleurs. À Danané, c'était spécialement homme. À Divo, c'était les grands Dakar, les basins, la broderie un peu. Et puis à Abidjan, je me suis perfectionné depuis 95 par là. Je suis venu me perfectionner à la haute couture, à la couture veste, robe de mariée, tailleur, costume homme. Et puis approfondir encore la broderie parce que j'ai commencé très jeune, donc du coup j'avais vraiment le temps d'apprendre. Alors, vous avez commencé par parler de vos origines. Moses by Style, c'est de quel côté de la Côte d'Ivoire? C'est du nord de la Côte d'Ivoire, précisément Madinani, au Djéné. Voilà, donc. Est-ce que vos parents étaient dans le même secteur d'activité que vous embrassez aujourd'hui? Non, non, moi je connais mes parents, mon père est planteur, et puis voilà, ma mère, comme on le dit, ménagère, commerçante aussi, parce qu'elle faisait Guinée, Côte d'Ivoire, donc via Danané, et puis elle faisait aussi le Libéria Danané, donc dans le commerce. Alors, on parle de quel type de commerce avec votre mère? Elle vendait un peu de tout. Donc quand elle voyage, quand elle va par exemple au Libéria, qui est tout ce qui est consommable, que ce soit du gombo, voilà, tout ce qui va dans, je ne sais pas comment on appelle, Les les vivriers, vivriers, tout voilà, ça. les vivriers, et puis un peu de friperie et tout cela. Alors, elle faisait Et juste un puis, peu... elle mettait le paquet aussi sur l'huile rouge d'origine, voilà, des vrais palmiers, pas le truc là, mais vraiment voilà, de sortir la bonne qualité d'huile rouge qui a vraiment bercé notre enfance. On s'est retrouvé en train de vendre du gombo chez nous aussi. Les jeudis qu'on ne partait pas à l'école, vendre les sachets, etc. Et puis bon voilà, on vendait de l'huile rouge aussi. Et puis bon voilà, on a grandi dans cela. Donc c'est après, avec la passion d'embrasser la mode que voilà, moi j'ai viré un peu dans les ateliers de couture. Alors, quand on est dans le secteur de la mode, est-ce que forcément on se dit que ça nourrit son homme en fait, dès le départ? Ça nourrit son homme, enfin, ça nourrit bien son homme. Maintenant, comme je le dis souvent, c'est toute une question d'organisation et une question aussi de comptabilité. Parce que nous, les artisans,
parce qu'avant tout, je suis un artisan. Nous, les artisans, on a un gros souci de comptabilité, de la gestion. Parce que l'argent rentre tout le temps, mais en même temps, on ne sait pas souvent faire la part des choses. Faire la part des choses et ça ressort aussi tout le temps. Du coup, on peut se retrouver, comme on le dit à Abidjan, on peut se retrouver piqué un peu, alors que hier, on vient de recevoir une avance, on a reçu une avance d'un tel montant et tout. Donc, on doit se structurer. Aujourd'hui, s'il y a quelque chose que je veux pouvoir apporter, ou je peux réclamer aux sachants de pouvoir nous aider, c'est de pouvoir nous permettre de nous structurer. Voilà. Donc, de faire en sorte que quand un couturier reçoit une cliente qui a dit 10 000 francs, qu'on lui a donné 5 000, il faudrait que le couturier sache que les 5 000, à quoi consistent les 5 000. La gestion du budget. La gestion du budget et tout. À partir de là, ça nourrit son œuvre. Parce qu'aujourd'hui, voilà, avec la couture, on fait pas mal de choses, des choses extraordinaires dans nos métiers et tout. Voilà, on arrive vraiment à faire le miracle, comme on le dit. Mais c'est dans la détermination, dans l'organisation, qu'on cherche toujours à parfaire qu'on arrive à cela. Donc je pense qu'aujourd'hui, et la couture, et l'artisanat en général nourrit son homme. Maintenant, c'est à nous de nous professionnaliser, c'est à nous de nous organiser, de nous structurer à l'intérieur. Alors, je vois que vous travaillez beaucoup de matières, mais quelles sont les matières que vous préférez? Déjà, j'aime toutes les matières, mais je m'identifie peut-être aujourd'hui avec les toiles de jute, le sac de cacao. Peut-être parce que mon père était planteur et qu'on a passé aussi notre enfance aussi dans les plantations, et c'est parce que c'est ça qui me rattrape. Mais moi, quand j'ai découvert le sac de cacao, ma première collection a été faite en 2009, officiellement, lors du Yé, de notre marraine traditionnelle, notre maman Misawi. Et j'ai présenté une collection faite en sac de cacao, ça m'a parlé. Je ne savais pas trop pourquoi, mais ça me parlait. Voilà. Donc aujourd'hui, je me retrouve en train de faire aussi du biodégradable, parce que de façon inconsciente à l'époque, quand je le faisais, je ne me rendais pas compte que ça pouvait aujourd'hui aider l'environnement. Voilà. Et de temps en temps, je pense que j'ai été souvent stigmatisé ou bien moqué, comme on le dit, de couturier paysan ou bien couturier qui ne fait pas vraiment le fashion glamour, le fashion chic comme on aurait pensé, les paillettes, strass et tout ça. Je dis, moi, mes paillettes, c'est faire du recyclage avec des bouteilles, ou bien prendre des courriers à la limite, ou prendre des calebasses, les refaçonner. C'est ça ma créativité. Maintenant, en dehors de cela, je sais qu'une cliente ne peut pas mettre des calebasses pour aller au bureau. Je sais qu'une cliente ne peut pas mettre des bouteilles recyclées pour aller au bureau. Rejoindre la normale. Voilà, je rejoins la normale en faisant aussi ce que j'ai appris, la couture pour tout citoyen lambda, pour toutes les personnes. Et derrière, à côté de cela, je me considère aussi comme un artiste, parce que je fais de l'art à travers les sacs de cacao, les bouteilles, le recyclage et tout cela. Et j'essaie de monter des spectacles. Parce que moi je dis, je ne fais pas vraiment exclusivement des défilés de mode, mais je fais plutôt des spectacles de mode. Donc voilà, c'est la matière dans laquelle je suis plus à l'aise, mais en dehors de cela, on coupe au monsieur tout le monde. D'accord. Alors une tenue comme porte Ivan Moreira, ça prend combien de temps et comment est-ce que vous définissez? Bon, la tenue due à cause de la broderie, parce que la simple broderie qu'on voit ici en fil or, c'est une broderie qui peut nous prendre pratiquement une journée. D'accord. Voilà. Après la broderie, ça devient un peu plus facile. On peut maintenant confectionner la chemise avec le sac de cacao. Bon, en 2 heures du temps, on peut la confectionner. Est-ce qu'on Mais peut la voir broderie, la coupe? voilà. Est-ce qu'on peut voir la coupe? Voilà. Le dos également. Alors explique-nous juste un peu comment est-ce que tu as trouvé l'équilibre entre tout ça, entre un sac de cacao, une broderie, c'est du bazin? Non, ça c'est du tissu imprimé, comme on le dit, le pagne. Le pagne, voilà. Entre une broderie, un tissu imprimé et le sac de cacao, comment on trouve l'équilibre pour le porter tous les jours? Bon, déjà, je me suis dit à un moment donné que, bien vrai que j'ai fait du spectacle avec le sac de cacao, mais il faudrait bien qu'on arrive à l'exploiter maintenant aussi, que ce soit dans les bureaux et tout, parce qu'il y a certains clients qui ont comme ça dit, mais ta matière me plaît, mais j'aimerais porter aller quelque part. Et c'est en Afrique du Sud, j'ai eu la présence d'esprit, parce que je suis parti avec quelques matières, quelques collections et quelques pièces aussi de cette tenue que je portais pratiquement, moi, durant tout mon séjour. Je suis allé avec une bonne dizaine que je portais, chaque jour je changeais. Mais je vous assure que chaque fois que je portais, on a voulu me l'arracher dans des endroits où on était invité. Et puis bon, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas commercialiser ce concept. Et donc voilà,
À partir de là, on nourrit encore l'idée et on essaie de créer d'autres choses encore avec toujours le sac de cacao, mais qui est consommable maintenant, qui n'est plus trop dans le spectacle, mais qui est consommable et on ne peut pas se complexer de porter ce genre de choses-là dans un bureau. Alors juste à côté, je suis avec Fatnet également qui porte l'une de vos créations. Alors comment on l'appelle déjà et quels sont les tissus que vous avez exploités sur ce chef-d'œuvre? Bon, ça déjà c'est du pagne aussi, c'est toujours du pagne. Et cette collection, elle peut se lever hein, pour qu'on puisse bien voir. J'ai créé cette collection justement pour le lancement des Jolies Dés. Voilà, donc c'est la collection que je peux appeler la collection Jolies Dés. Voilà, parce que ça, elle a été exclusivement conçue pour le lancement des Jolies Dés. C'est quoi comme matière juste en dessous? C'est le pagne aussi. Comment on l'appelle? C'est un peu de l'indigo. Voilà, c'est un peu indigo, basin, voilà, donc les gens ils sont imaginatifs aussi dans les créations du textile, donc voilà, moi je suis tombé sous le charme. Et puis je dis bon, je vais surprendre un peu aussi parce que tout le monde a l'habitude de me voir dans les défilés à sac de cacao et tout, et bon, je vais surprendre un peu et puis bon voilà. Alors on voit un nœud oui, un nœud, voilà. Imposant. C'est le nœud qui ajoute le détail en fait sur la tenue. D'accord. Donc ça peut se porter à toutes les occasions aussi, robe de soirée, en soirée comme pour des mariages ou bien pour des cérémonies VIP. Voilà. Alors vous êtes Pascal, c'est également des dates à l'extérieur, des tournées également. Quelles sont les dates qui vous ont révélé, sinon les événements qui vous ont révélé à l'extérieur? Bon, déjà, on a fait Accra Fashion Week. En quelle année? Je crois il y a 2 ans, donc 2016. Et puis ensuite, dans la même année, bien avant, il y a eu le FESMA au Bénin, où j'ai été invité juste après le Sangavili 1. Ensuite, on est allé 2 fois en Afrique du Sud. Et puis bon, voilà. Donc, je pense que ce sont des dates-là qui sont un peu, qui restent dans la tête déjà. Et ce sont des dates qui ont marqué quand même le tournant aussi de nos modestes carrières. Donc, quand on travaille sur une collection, d'où est-ce que la thématique part? Bon, moi en général, c'est compliqué de le dire, mais la création, ça peut venir soit le jour où je prends mon tissu que je dépose, ça peut venir aussi 1 mois avant, c'est vraiment dans tous les sens. C'est souvent difficile de pouvoir exprimer cela parce que, comme on le dit, le volet artistique, on ne peut pas imager. Mais je sais une chose, c'est que quand j'ai une date, quand j'ai l'envergure de la cérémonie, j'ai besoin de ces 2 éléments pour travailler. On va tracer la ligne droite de la collection qui va sortir. D'où est-ce qu'on puise l'inspiration pour descendre la mode dans la rue, sans la vie? L'inspiration, c'est tout naturel parce que nous-mêmes, on est issus de la rue. Et issus de la rue où certaines personnes aujourd'hui peuvent avoir le complexe de dire qu'ils sont issus de la rue. Moi, non, parce que pour moi, la rue, c'est tout le système ghetto, précaire, tout que j'ai côtoyé. C'est vrai, j'ai eu la chance d'avoir une mère que j'ai l'habitude de dire, s'il n'y avait pas Dieu, j'allais l'adorer, parce que franchement, elle a tout fait pour moi. Elle était d'un soutien considérable. Voilà, et donc, mais en même temps, à côté d'elle, j'ai pu me frotter aussi à la rue, parce que j'ai perdu mon père très très tôt. Je l'ai perdu pratiquement dans la même année même où je suis né. Donc vous dites que je n'ai pas connu vraiment de père, donc elle a été père, mère, tout en même temps. Donc c'est clair qu'arrivé à un certain moment, elle ne peut pas maîtriser. On va faire un coucou également à toutes ces braves femmes qui apportent une éducation saine à leurs enfants. Est-ce parce que la haute couture était très inaccessible au commun des contemporains que vous avez choisi de descendre cette mode-là pour la rendre plus accessible? Il y a aussi ce facteur-là aussi. Il y a aussi ce facteur-là parce que arrivé à un certain moment, quand on a traversé toutes ces difficultés, qu'on a commencé dans un petit atelier, comme ça se fait la main, on s'est dit waouh. Il y a forcément des dévanciers, des personnes à qui on a envie de ressembler. On s'est dit, bon, ok, je vais ressembler à un tel, je vais faire comme un tel, mais ce n'est pas forcément accessible. D'accord. Donc, on se renferme sur soi et puis on travaille dans l'ombre pour dire que nous-mêmes, on va être une plateforme pour ces gens de personnes aussi qui rêvent de devenir quelqu'un. Un reflet où tout le monde se retrouve. Exactement. On n'a pas besoin maintenant, je me suis dit, je n'ai pas besoin forcément d'avoir les gros moyens pour le faire. Et que si je décide, si j'ai des gens qui peuvent m'accompagner dans l'idée,
on pourra le faire. Et Dieu merci, j'ai rencontré un monsieur qui est mon conseiller en communication, monsieur Jean Gianiclo, ami hip-hop aussi, parce que son nom c'est Nekji, on le connaît. Donc on a essayé de travailler sur le concept et tout. On a sorti le premier casting Model Revolution et ensuite on a sorti le premier projet qui a été bien accompagné par l'Institut français. La première édition c'était où? À l'Institut français. La première édition. En 2000 vous avez dit? En 2016, je crois. En 2016, parce que le concept, la naissance du concept et puis la matérialisation. Donc ça nous a pris pratiquement 15 ans. 15 ans? Pratiquement, oui. Voilà. Parce que justement, il fallait fonctionner sur ses propres moyens. Il fallait peaufiner et tout ça. La deuxième édition était où? Toujours aussi à l'Institut français. Toutes les éditions se sont faites à l'Institut français. Ouais, c'est la particularité parce que c'est vraiment le partenaire traditionnel, l'accompagnateur dévoué pour le concept. D'accord. Je sais également que sur ce concept, il y a la radio commerciale Jam qui vous accompagne également. Et cette année, pour cette 4e édition, vous avez la fondation Amadou Ampateba. Comment est-ce que ces collaborations ont commencé? D'abord avec Jam, déjà moi j'étais un fidèle auditeur. Toujours je vais faire référence toujours au ghetto, parce qu'au ghetto quand on aime, quand on n'aime pas, on n'aime pas. Ou bien quand on est avec toi, on est avec toi. Voilà. Donc du coup moi j'écoutais tout le temps Radio Jam. Jusqu'à ce que le Papa Kodiano m'identifie comme quelqu'un qui l'entend parler à travers les dédicaces et autres, et il demande à la direction générale d'appeler le monsieur Moses la question parce que je veux le rencontrer. Franchement, quand ils m'ont appelé, pour l'anecdote, c'est que c'est Mike qui m'a appelé. Et j'ai dit à Mike, il n'a qu'à me dire tout de suite s'il y a un souci. Moi, il y a un temps en même temps. Voilà, parce que je n'ai pas envie d'aller gérer les rambas et tout ça. Il m'a dit non, sans façon. Est-ce qu'il y avait beaucoup de rambas à l'époque? Il n'y avait pas de rambas, mais en même temps, je me dis, bon, voilà, comment un monsieur, en fait, on n'est pas dans la même catégorie. On n'est pas. Non, c'est un autre level, quoi. Parce que là où c'est des grands artistes qui cherchent à le rencontrer et tout ça, c'est lui qui dit, je veux voir Moses. Il dit non. Et j'appelle mon conseiller pour lui dire, il y a Papa Kounian qui veut me voir. Et si tu penses que ça sent bon? Il me dit, franchement, d'abord je ne crois pas. Il me fait savoir qu'il ne croit pas parce que ce n'est pas possible. Parce que lui bossait en ce moment avec Jean-Marc Girandou, père son âme aussi. Il a dit non, Kounian que nous on entend parler, on connaît là, non je pense pas. Il dit, ah bien sûr que si. Donc, je suis allé au rendez-vous. Et c'est là où le déclic est parti. Et c'est là où, en présence de M. Mike, franchement, voilà, on ne peut pas dire tout ce qui a été dit, mais voilà, il a décidé vraiment de me coller. Et c'est la deuxième grosse personnalité, je ne même pas dire la première grosse personnalité qui a cru au projet, avant même que l'Institut français nous accompagne. Voilà, personnalité ivoirienne. Et ainsi de suite. Aujourd'hui, Radio Jam, de façon automatique, de façon, je ne sais quoi dire, mais accompagne Sangawili, accompagne Moses Baïsta même d'abord, et puis ensuite Sangawili, et tous les projets dans lesquels Moses Baïsta est. Alors parlons de l'appui de la fondation Amadou Ampateba. La fondation Amadou Ampateba, elle, la directrice, j'ai eu l'occasion de la rencontrer lors d'un casting de choses, parce que ouais, nous aussi on fait des castings. Il y a l'OIF qui avait organisé un casting par rapport au Massa de dernier là, où on cherchait un créateur qui pouvait faire des costumes de scène. Et donc, après avoir fait quelques créateurs et tout, bon, ils m'ont sollicité à travers justement le Sangawili qui d'autres personnes ont vu à l'Institut. Et puis bon, il y a une marraine aussi, une de mes marraines, Madame Diabagati, qui a proposé aussi essayer d'écouter aussi Moses et puis essayer de voir son concept aussi. Peut-être que ça peut aller dans ce sens-là. Et elle aussi, je lui dis merci au passage, parce que c'est à partir de là aussi que la dame en charge du casting était la directrice de la fondation Amadou Ampateba. Et donc voilà, elle a fait le casting. Voilà, elle a aimé le projet et puis elle a dit mais waouh, voilà, la fondation est là, comment est-ce qu'on pouvait choses, et on est rentré en parler et ça a sorti l'accompagnement aussi officiel de la fondation Amadou Ampateba qui héberge une édition de Sangawili 4. On va dire que les dates de Sangawili 4 2018, c'est les 1er, 2 et 3 novembre 2018. La première date, le 1er novembre, c'est à la fondation Amadou Ampateba, à Cocody, derrière Cocody Danga. Voilà, Cocody Danga. Et puis la deuxième édition, c'est au palais à l'Institut français au plateau, le 2. Et la troisième édition, avec une connotation assez particulière, se passe sur le bateau. Voilà. Le bateau d'Aqualay, le Mayama, Lady Mayama. Pourquoi 3 éditions 3 jours, 3 jours, oui, 3 jours parce que déjà les 3 jours ont été suscités aussi par
par les partenaires aussi. Mais en dehors de cela, ça veut dire qu'on avait voulu un Sangawili éclaté, un Sangawili qui essaie de pousser aussi toutes les sensibilités. Parce qu'en même temps qu'on parle de rue, il ne faudrait pas que certaines personnalités se disent que bon, ça c'est pour la rue. Ou bien c'est descendre la mode dans la rue, donc c'est pour la rue. Donc il y a un peu tout cela. Et la fondation, voilà, et la fondation Amadou Hampâté-Bâ aussi, moi le premier jour que j'ai mis les pieds là-bas, j'étais bluffé déjà par le cadre, j'étais bluffé par le parcours, j'ai encore appris pas mal de choses parce que je voulais dire, nous on n'est pas parti à l'école, machin, tout ça pour pouvoir lire Hampâté-Bâ tout le temps. Mais là j'ai lu des passages et tout, séance tenante, j'ai dit waouh, ça rentre dans l'esprit aussi de Sangawili. C'est une bibliothèque africaine. À partir de là aussi est né le thème de Yeredon. Le Yeredon en malinké qui veut dire la connaissance de soi. Parce que souvent nous les jeunes Africains, on est un peu à côté par rapport à l'occidentalisation des choses. Et donc on s'est dit le Yeredon aussi, ça va être aussi des thèmes qui vont invocateurs, qui vont essayer de ramener un peu... Ramener chacun vers la connaissance de sa propre personne. Est-ce qu'il y a une thématique comme ça qui est développée toutes les années? Non, cette année c'est une première. Habituellement on faisait le Sangawili sans thème, on faisait une soirée Sangawili. Le thème, ça tournait toujours autour de l'africanité, de la mode qui descend dans la rue, donc rendre la mode un peu plus accessible à tout le monde. Et cette année, on a démarré par des thèmes. Et parce que pour moi, les thèmes, il ne fallait pas seulement coller un thème à une affiche, mais il faudrait qu'il y ait une action à travers le thème. Donc du coup, en prenant le thème Le Yeredon, il y aura un atelier de formation pour les artisans, une conférence même sur le Yeredon aussi, etc. Donc du coup, on repartira de Sangawili avec quelque chose dans la tête, mais pas seulement que voir le côté festif, le côté chose, mais qu'on reparte pour des créateurs, pour des visiteurs, qu'on reparte avec quelque chose dans la tête aussi. D'accord. Aujourd'hui, si vous devez peindre ou dépeindre la mode ivoirienne ou africaine, qu'est-ce que vous pourriez dire? C'est complexe parce que c'est complexe, c'est délicat, mais je pense que déjà dans un premier temps, la mode ivoirienne monte en puissance. Voilà, ça monte en puissance. Et aujourd'hui, à travers Sangawili, on se promène d'atelier en atelier, on découvre des talents aussi qui sont en train de venir. Et moi, j'ai vraiment l'immense plaisir aussi de montrer quelques talents aussi à travers l'événement, qui a révélé pas mal de talents d'ailleurs, parce que Sangawili aussi est une plateforme où des gens aussi regardent, ils observent de loin, et puis après, ils peuvent aussi piocher quelques créateurs. Et nous, on est contents de savoir qu'il y a des créateurs qui font un premier thé, qui se retrouvent à faire le premier voyage après, etc. Et c'est ça le but. Et en ce sens-là, je peux dire que la mode est véritablement une source parce que ça évolue, ça innove, voilà. Ça réunit plusieurs secteurs également. Alors, nous sommes au thème de cette entrevue avec Moses Baïstaï. Alors, Moses Baïstaï, nous finissons avec vous. Votre mot de fin à toutes ces personnes-là qui croient en ce que vous faites, qui vous accompagnent dans toutes vos éditions, sur tous vos projets, mais également à tous ceux-là qui veulent savoir d'où part cette fibre artistique, qui ont juste envie de puiser de cette flamme-là pour aller de l'avant. Ok, merci beaucoup pour l'opportunité. Déjà, dans un premier temps, je tiens à remercier depuis le départ mon conseiller en communication, M. Lekdje, qui fait vraiment beaucoup, qui a fait beaucoup, qui continuera naturellement, il n'a pas le choix de faire beaucoup. Donc je tiens vraiment à lui dire merci. Je tiens à dire merci vraiment de là où il est, à feu Papa François Cognan. Je tiens à dire merci à Mike Opoku et à tout son personnel, à Radio Jam, à la famille Jam, à la Jam Family aussi, parce qu'on va créer une Jam Family. Et je tiens à dire merci à l'Institut français, je tiens à dire merci à Madame Rokia Touba, la directrice de la Fondation Amadou Hampâté-Bâ. Pour tous ceux aussi que j'ai oubliés, désolé, c'est à chaud, mais bon, je vous porte dans le cœur. Voilà, je remercie vraiment mon organisation, Africa Fashion Organizer, à sa tête son président, Tonton Andri. C'est une jeune organisation, mais on est en train de faire l'effort de pouvoir travailler une organisation inclusive, sérieuse, calme, sans bruit, mais qui doit faire un travail de fond derrière, dont je suis le secrétaire général au passage. Et je remercie notre trésorière, ma marraine, Diana Roncin, et la commissaire au compte, Madame Diabagaté. On est vraiment nombreux. Et toutes les personnes qui vous accompagnent, tout le monde, toutes les personnes qui nous accompagnent, et encore rendez-vous les 1er, 2 et 3 novembre au Sangawili 4. Alors, merci à vous, très chers Jolidé, d'avoir suivi ce temps d'antenne, cette émission avec Moses Baïstaï et sa team.
pour cette émission. J'ai été également habillé par Moses Maristal. Merci Moses Maristal. Merci, la jolie Et puis rendez-vous les 1er, 2 et 3 novembre 2018 pour Sangha Willy 4. Alors la thématique du jour c'est le Yaradon qui est la connaissance de soi. Les premiers jours c'est à la Fondation Amadou Ampateba, le 2 à l'Institut français, le 3 on va parler d'Aqualine pour un voyage touristique. Restez surtout avec nous, prenez surtout soin de vous et ne vous découragez pas. La vie aussi, faites des preuves, mais le bonheur est debout. Merci bien.